Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette première édition de NFA Talk en français. Mon nom est Chuck Côté, je suis le directeur de la NFA au Québec. Je suis avec mon partenaire Joe Estevez, aussi directeur de la NFA au Québec. Et nous avons comme invité ce soir Guy Lavergne, avocat pour la NFA au Québec. Bonjour messieurs. Bonsoir. Joe, tu nous entends bien? Oui, très bien, merci. Bon, super. On a eu un bon gun show en fin de semaine. Oui, c'était pas pire. Il y avait quand même, ça là, il y avait 100 personnes qui a passé. Les tables, il y a 200 tables, il y a tout occupé. Et pour nous autres, ça a attiré comme d'habitude beaucoup d'intérêt. On a vendu quand même, quand c'est important de produits pour nous aider à continuer notre but. Oui. Guy aussi, tu es passé nous voir. C'est super de te voir en fin de semaine. Oui. Effectivement, c'est toujours un plaisir. Faites des belles trouvailles. Quelques-unes, faut pas aller dans ce genre d'endroit-là avec une idée spécifique en tête. Je suis revenu avec des choses que je ne cherchais pas et je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Bon. Ça arrive. On a mis la photo là, du salon. C'est le salon où est-ce qu'on était en fin de semaine. C'est le salon organisé par l'Association des collectionneurs d'art du Bas-Canada. Vous avez l'image, là, il y a les prochains salons. Le prochain salon à Longueuil qui va être le 14 mars. Je vois mal, là, mais il y a aussi... en fait, il y a à Longueuil également le 2 mai, le 24 mai à Trois-Rivières, le 14 juin à La Chute, 12 septembre à Longueuil, 4 octobre à Granby, puis 7 novembre à Longueuil. Donc, si vous avez la chance de venir au salon, on peut toujours faire des belles trouvailles à bon prix. Puis nous autres, on est toujours là. Fait que venez nous dire un petit bonjour, ça va nous faire plaisir. Guy, je suis content de t'avoir ce soir avec nous autres. On va parler beaucoup côté législatif et judiciaire. En fait, là, il y a un ban en ce moment qui plane. Les libéraux ont fait savoir qu'ils vont avoir une liste bientôt d'armes à feu qu'ils vont vouloir bannir. Est-ce que ça va être... est-ce qu'ils vont mettre une nouvelle classe comme ils ont fait avec C-71? J'aimerais ça que tu nous en parles un peu, toi, de la façon que tu vois ça, puis comment ça risque de nous tomber dessus. OK. Le mot risque est effectivement bien utilisé dans ce cas-ci parce qu'évidemment, n'étant pas un libéral et n'étant pas dans le secret des dieux, je ne peux pas savoir exactement ce qu'ils vont faire et ce qu'ils entendent faire. Alors, on est obligé, jusqu'à un certain point, de spéculer et de se fier tant à l'environnement législatif, donc aux outils qu'ils ont, et au passé, tant au Canada qu'à l'étranger. Et on a eu, dans ce cas-ci, un cas extrêmement similaire en Nouvelle-Zélande il y a quelques mois. Ouais. Alors, on doit comprendre là, que la plupart des choses que je vais dire ce soir sont basées sur des prémices qui peuvent s'avérer exactes ou fausses. Je pense qu'il y a davantage de chances qu'elles s'avèrent exactes, mais je peux me tromper, parce qu'évidemment, le plan n'a pas encore été dévoilé. Ce qu'on sait pour l'instant, ce qui a été annoncé, c'est ça suit des campagnes, des promesses électorales des libéraux, qui, soit dit en passant, remontent à l'élection précédente. Mais cette fois-ci, on a été un peu plus spécifique. Premièrement, le ministre Blair a indiqué qu'il allait dévoiler incessamment une liste de ce qu'il appelle des, entre guillemets, des armes d'assaut à être interdites. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une lettre de mandat qui a été émise par le premier ministre au ministre Blair il y a à peine quelques semaines,
Et cette lettre de mandat-là reprend la question de l'interdiction des soi-disant armes d'assaut. Et dans un deuxième temps, elle dit qu'il va y avoir un programme de rachat assorti d'une période d'amnistie de 2 ans. Alors, quand on parle de rachat et d'amnistie, c'est que le rachat n'est pas volontaire, le rachat est forcé. Et si on se fie à ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, l'idée, c'est que on établit une liste, on impose le rachat forcé. Et à la fin de la période prévue pour le rachat forcé, qui est la période d'amnistie, ben à ce moment-là, les gens qui demeurent en possession des armes à feu qui sont sur la liste deviennent des criminels parce qu'il n'y a plus d'amnistie et la possession en est interdite. Donc, ça ne ressemble pas aux prohibitions qu'on a vécues par le passé, où la plupart du temps, les gens ont pu conserver leurs biens parce qu'on leur a conféré des droits acquis. Dans ce cas-ci, il n'est pas question, du moins pas à long terme, là, de conférer des droits acquis aux gens qui vont être propriétaires des armes qui sont sur la liste. Il est plutôt question de les forcer à les remettre à la police, de les compenser financièrement selon une formule qui va vraisemblablement être établie dans la législation, et ensuite de ça, de les poursuivre s'ils ne se conforment pas à la remise, entre guillemets, volontaire. C'est quand même... Alors, on a vu, avec ces 71, là, on a vu avec ces 71 qu'il y a eu des reclassements, dans le fond, des nouvelles classes avec le Swiss Arm puis le CZ ou le VZ 858. Là, c'est ça, un rachat, ça ne s'est jamais vu au Canada. J'ai bien hâte de voir tout ça. Tu vois, en Nouvelle-Zélande, ça n'a pas été une grande réussite. Là. Il y a eu, aux dernières nouvelles, 12 à 13 % de conformité. Puis de la façon que le programme fonctionnait, c'est les gens arrivaient là. Il y avait des policiers qui évaluaient l'arme, mais tu ne sortais pas de là avec un chèque. Là. Dans le fond, ils évaluent ton arme pour te dire, selon la condition, selon eux, qu'est-ce qu'ils pensent que ça vaut. Il y avait un système de grade. Puis tu vas recevoir ton chèque à un moment donné, mais on se comprend que il peut toujours y avoir des surprises d'une façon quand c'est fait comme ça. Là. Écoutez, ici, on ne peut pas dire que c'est comme ça que ça va se passer, parce qu'en Nouvelle-Zélande, dans un premier temps, ça s'est passé extrêmement vite. La Nouvelle-Zélande avait un gouvernement majoritaire, deux, une espèce de consensus de tous les partis, sauf l'équivalent de notre parti conservateur, qui a été le seul parti à voter contre les mesures. Et tout s'est passé extrêmement rapidement. En moins de 3 semaines, là, le cas était réglé au niveau de la législation. Ici, on s'attend à ce que ce soit beaucoup plus lent. Ce que tu viens de décrire va vraisemblablement se passer parce que l'environnement législatif étant semblable, ils vont probablement utiliser un processus similaire. Est-ce que le résultat va être le même? Ça va rester à voir, mais le processus risque de ressembler fortement à ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. Et la façon dont moi je vois ça, c'est que dans un premier temps, ils vont vouloir fermer le robinet. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir éviter que le pool d'armes à feu à interdire grossisse et aussi éviter que les gens se mettent à s'approvisionner et à se procurer ce genre d'armes à feu-là dans l'espoir de se voir conférer des droits acquis. Surtout si jamais il devait s'avérer que le gouvernement tombait et que le processus n'arriverait pas à terme. Alors, la façon de faire ça, puis je ne dévoilerai aucun secret ici, là, ils sont parfaitement au courant de la façon dont ils doivent s'y prendre pour faire ça. La façon de faire ça, c'est d'adopter par décret, ce qu'on appelle un arrêté en conseil, un OIC, un règlement qui est adopté en vertu d'une disposition du Code criminel qui permet de déclarer certaines armes prohibées, d'adopter à ce moment-là ce règlement-là qui va établir une liste
de toutes les armes qui vont devenir incessamment prohibées. Et ça, c'est la fameuse liste dont le ministre Blair parle depuis quelques mois. Une fois cette liste-là établie et le règlement adopté par arrêté en conseil, ça n'a pas besoin d'aller à un vote de la Chambre des communes, c'est un vote du cabinet, puis le cabinet est à 100% en faveur de ça. À ce moment-là, le robinet est fermé. Pardon? Ça serait une première au Canada, ça ne s'est jamais vu. Non, ça s'est déjà fait par le passé, sauf que dans ce cas-ci, l'arme à feu change de statut, mais ce qu'on a toujours fait au Canada et ce qu'ils vont probablement devoir faire dans ce cas-ci, à cause de deux dispositions dans la loi sur les armes à feu, c'est que dans un premier temps, les gens qui vont avoir ces armes-là entre les mains vont avoir des droits acquis pour les garder. Mais ça va être temporaire. Ça va être temporaire parce que le plan qu'ils ont, c'est de déposer un projet de loi qui va faire en sorte de abolir ces droits acquis-là et forcer le rachat par le gouvernement de toutes les armes qui sont sur la liste. Alors, une fois le projet de loi adopté, le programme de rachat forcé commence. Et à ce moment-là, les gens vont avoir il est déjà dit d'ailleurs dans la lettre des ministres de mandat du ministre Blair que la période d'amnistie va être de 2 ans. Encore une fois, si on se fie à ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, la période d'amnistie a coïncidé avec la période de rachat. Autrement dit, les gens qui n'avaient pas présenté leur arme pour rachat à la fin de la période d'amnistie devenaient des criminels le lendemain matin. Alors, c'est le processus qui a été suivant en Nouvelle-Zélande et à date, toutes les indications qu'on a ici au Canada sont à l'effet que le gouvernement entend suivre un processus similaire. J'aimerais faire justement un pont avec C71 parce que tu vois, C71 est adopté à l'unanimité. Ben, en fait, pas à l'unanimité, mais je veux dire, est en vigueur. Puis tu vois, nous autres, on n'a pas ressenti encore les contre-coups de ça, dans le sens que les nouvelles dispositions, je vais donner un exemple, d'aller de plus pouvoir aller à la douane avec tes armes restreintes, qu'il faut faire une demande d'autorisation de transport. Le contrôleur des armes à feu n'a pas reçu encore aucune directive par rapport à ça. Effectivement. Et ça, je dirais pas que c'est intentionnel, mais c'est un reflet de la lenteur de la bureaucratie. La façon dont ça fonctionne, c'est que dans le cas de C71, comme dans le cas de la plupart des législations, la loi est extrêmement générale. Et pour la mettre en œuvre, il faut qu'il y ait une série de mesures administratives qui soient mises en place et prêtes à être mises en œuvre pour que la loi puisse s'appliquer. Dans le cas de C71, on va prendre par exemple les dispositions qui prévoient l'abolition des autorisations de transport émises d'office pour aller à un poste frontière, pour aller chez un armurier, pour aller à un gun show, etc. Toutes ces dispositions-là, même si elles ont été adoptées, ne sont pas encore en vigueur. Parce que la loi prévoit qu'il va falloir que le gouvernement émette un décret qui va les mettre en vigueur. Et ce décret-là va arriver lorsque la machine va être prête à fonctionner. Alors, on peut parler, par exemple, il va falloir qu'il y ait des nouveaux formulaires. Il va falloir qu'il y ait des ressources additionnelles parce qu'il va y avoir des autorisations additionnelles à émettre. Il va falloir que les gens aient été avertis parce que on conçoit difficilement que du jour au lendemain, il y a un décret qui est publié sur le site du gouvernement, puis toi, tu n'es pas au courant, tu t'adonnes à aller au poste frontière, puis tout d'un coup, tu es un criminel. Alors, il va falloir, pour éviter ce genre de, je l'espère,
qu'il y ait un délai tampon pour que les gens soient avertis, ça entre en vigueur à telle date. Et présentement, de tout ce qui a été adopté en fin de session l'année dernière sous 671, il y a très, très peu de dispositions qui sont en vigueur, mais elles vont entrer en vigueur les unes après les autres incessamment, là, parce que le Parlement a recommencé à siéger le 5 décembre. Le gouvernement est tout nouveau. Là, ils sont en vacances encore une fois, mais au retour des vacances, lorsqu'ils vont se remettre à siéger, bien, on va voir les décrets arriver les uns derrière les autres et on va voir ces mesures-là entrer en vigueur les unes après les autres. Quand est-ce que la session parlementaire commence? C'est le 27 janvier, je crois, ou c'est la fin janvier, c'est lundi prochain. OK. Excellent. Je voulais parler aussi, là, dans le fond, revenir rapidement sur la Cour suprême qui n'a pas voulu entendre la cause, le registre québécois, l'immatriculation québécoise des armes d'épaule. Est-ce que, dire qu'on s'y attendait, ce serait difficile à dire, mais mettons qu'on n'est pas surpris. Il me semble que le conservateur aurait aimé ça, je crois, entendre ce que la Cour suprême aurait eu à dire là-dessus. J'aurais énormément aimé ce que la Cour suprême aurait eu à dire là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau de la Cour suprême, se rendre devant la Cour suprême, ce n'est pas un automatisme. Non, le droit d'appel n'existe pas. C'est un droit d'appel qui est octroyé sur permission. Alors, c'est toujours un processus en deux étapes. On expose à la Cour suprême les motifs pour lesquels on pense que la Cour suprême devrait s'intéresser à cette cause-là pour faire avancer le droit. Et c'est ensuite à la Cour suprême qu'appartient la décision d'accorder la permission d'appeler ou pas. Et il y a deux choses à noter. Premièrement, il y a à peu près 5 des demandes d'autorisation d'appel qui sont accueillies. Ça, c'est dans un premier. Donc, 1 sur 20. Deuxièmement, la Cour suprême ne donne pas de raison pour justifier qu'elle accorde la permission ou qu'elle refuse la permission. On ne sait même pas qui étaient les juges qui se sont penchés sur la demande de permission d'appel. Alors, il peut y avoir toutes sortes de raisons qui n'ont pas nécessairement à voir avec le mérite de la cause, mais avec, par exemple, quelles étaient les autres causes avec lesquelles on était en compétition. Parce que c'est comme un entonnoir. Il y a beaucoup de causes à l'entrée et il y a peu de causes à la sortie qui réussissent à passer. Et la Cour doit choisir celles parmi les causes qui sont présentées qui l'intéressent au point de vue juridique. Et ce n'est pas nécessairement parce que la décision de la Cour d'appel peut être bien ou mal fondée, mais parce que la Cour pense que le sujet est d'intérêt pour la société canadienne. Et on sait que depuis plusieurs années, la chasse, les armes de chasse, tout ce qui concerne les armes à feu, c'est probablement, sauf pour éliminer ces choses-là, au niveau de c'est pas dans les sujets prioritaires de la société canadienne. Et ça, on en subit malheureusement les contre-coups. Alors, ça explique pourquoi la permission n'a pas été accordée. Mais encore une fois, comme la Cour ne fournit pas de motifs, je peux poser des hypothèses, mais je n'aurai jamais la réponse. C'est très dommage parce que ça crée encore deux classes de propriétaires d'armes à feu au Canada. Nous autres, on l'a vu au salon en fin de semaine. Joe, je veux dire, il y a beaucoup malheureusement, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Ontario
qui ne se présentent plus au salon au Québec. Joe, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Là. Comment tu as trouvé ça, ton avis? On a eu cette discussion-là en fin de semaine au salon. Moi, je trouve ça décevant. Ben, c'est certain qu'il y a toujours eu une résistance par rapport à l'enregistrement des armes à feu parce que les gens se disent, surtout à partir du moment où le gouvernement vous a émis un permis et qui vous a donc jugé apte et sécuritaire à posséder des armes à feu, pourquoi est-ce que ce même gouvernement doit constamment vous espionner pour savoir ce que vous avez, ce que vous achetez, ce que vous vendez, etc. C'est quelque chose auquel la plupart des propriétaires d'armes à feu sont extrêmement réfractaires. Ceci étant dit, puis ce ne sera peut-être pas une grosse consolation, mais une fois que C-71 va être en vigueur pleinement et qu'on va, lors d'une transaction d'armes à feu sans restriction, on va de toute façon devoir, avant de l'acquérir, obtenir un numéro de référence de la part du Programme canadien des armes à feu. Qu'elle soit enregistrée ou non au Québec, ça ne changera pas grand-chose. Parce qu'à partir de ce moment-là, la transaction va être documentée. Le gouvernement va savoir que vous l'avez. Ouais. Et à la pièce, ils vont reconstituer, je ne dirais pas un registre complet, mais un registre des transactions qui, une fois que toutes les armes à feu vont avoir changé de main, va devenir un registre des armes d'époque. Ouais. Et ils auront beau dire le contraire, c'est exactement ce qu'ils font. Parce que chaque transaction est documentée et la documentation de la transaction doit être conservée au niveau du directeur de l'enregistrement. Alors, ultimement, ça devient pièce par pièce le registre. Merci, Guy. Merci. Joe, toi, comment tu as trouvé ça en fin de semaine? Intéressant, on a parlé tantôt. Le registre québécois, ça affecte tout le monde à travers le Canada parce qu'il y a bien des gens à l'extérieur de province qui ont peur d'acheter des armes du Québec parce que les autres, ils savent que l'arme déjà achetée, que ce soit expédiée en dehors de la province, ben, ça laisse une trace. Ouais. Donc, encore, le marché québécois, encore, il mange un autre coup. Parce que c'est pas juste interne, mais c'est à l'externe aussi qu'il y a des gens. Puis c'est pour ça qu'aussi la NAPA, il essaie d'éliminer ça, le registre québécois, parce que si c'est accepté au Québec, toutes les autres provinces, puis là, pourtant, vous avez des gens anti-armes qui disent qu'on peut éliminer la patchwork des lois comme les Américains, mais on est capable d'amener à avoir la même chose ici avec des règlements un peu partout. Ouais. Puis avec qu'est-ce qui se passe fédéralement avec des interdictions des armes de poing ou des armes de chasse dans les villes, même tout le monde, faut qu'il se fait, moi, faut que je reste à juste en dehors de la ville de la frontière de l'Ontario. Augsburg, Ontario. Il faut tourner la ville parce que si je fais pogner dans la ville, en la chasse dans le nord, ben, je risque d'avoir des problèmes légaux parce que, au lieu de faire des taux puis gaspiller du gaz puis créer du gaz à effet de serre, que tout le monde y veut ben, ça crée d'autres problèmes puis il n'y a pas de bon résultat qui va sortir avec ça pour personne. Non, en effet, c'était pas. Puis ça va être intéressant de voir parce que là, il y a des rumeurs naturellement que le gouvernement fédéral libéral veut donner un certain pouvoir aux municipalités. Ça j'ai bien hâte de voir. J'ai bien hâte de voir comment ils vont faire ça parce que les municipalités, c'est une création du provincial. Là. Donc, l'Ouest veut rien savoir de tout ça. Oui. S'ils commencent à donner des pouvoirs aux municipalités, puis là, Guy, il va falloir que tu m'expliques comment ils vont faire ça, là, ou comment ils peuvent faire ça. L'autre côté aussi va être possible. Je veux dire, si tu veux réglementer plus par rapport aux armes à feu,
Qu'est-ce qui empêche une autre ville de dire, nous autres, on va mettre moins de réglementation sur les armes à feu? Ouais. Écoute, c'est une excellente question. Et je t'avoue que je n'ai pas la réponse, puis je pense que les libéraux n'ont pas la réponse non plus. Non, parce c'est ça. qu'à cet égard-là, il y a des problèmes constitutionnels, parce que, comme tu mentionnes, les municipalités sont des créatures des provinces, et normalement, les municipalités dérivent leur pouvoir de la législature provinciale. Là, ils veulent passer directement du fédéral au municipal pour leur donner des pouvoirs en matière d'interdiction des armes à feu. Et ça va être difficile à faire. Et si on regarde la lettre de mandat du ministre Blair, encore une fois, puis en passant, elle est disponible sur l'Internet, n'importe qui peut aller la voir, là. Ça dit que le ministre Blair devra travailler avec les provinces et les municipalités pour trouver une façon de le faire. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, mais ils vont essayer de trouver une façon de le faire éventuellement. Et là, ça va créer, encore une fois, une sorte de problème, parce qu'évidemment, c'est une mesure qui est purement électoraliste. Ça a pour but de rassurer les gens qui vivent en milieu urbain, puis qui sont effrayés à tous les soirs parce qu'ils entendent dire qu'il y a eu telle ou telle fusillade, mais qui ne se rendent pas compte que ces fusillades-là, c'est des gens de gang de rue qui détiennent de toute façon leurs armes illégalement. Et donc, toute mesure qui va affecter la possession d'armes de poing n'affectera que les gens qui les possèdent légalement. Bref, ça ne changera rien au niveau des gangs de rue. Ils vont être à peu près les seuls qui ne seront pas affectés par ça. Ça ne changera rien au niveau des fusillades en gang de rue. Mais vous et moi, qui voulons nous adonner au tir sportif, ben on va peut-être être obligé de faire un choix, soit déménager, soit abandonner le tir sportif. Ouais. Qui est un résultat tout à fait ridicule. Mais comme on ne vote pas libéral, ben, excusez-moi, là, mais il sent contre-fou. C'est ça, exactement. Notre opinion. Et on est devenu au bouc émissaire du Parti libéral, mais comme les médias sont incapables de faire la différence entre un bandit et un tireur sportif, ben, ça donne ce que ça donne. Puis ça rassure, excusez-moi, là, la base électorale des libéraux et des autres partis plus à gauche qui ne comprennent pas que le système interdit déjà de toute façon aux criminels d'avoir des armes à feu et qui pensent que ça va faire une différence, alors que dans les faits, ça n'en fera aucune. C'est ça, exactement. De toute façon, comme c'est notre cher ami Wendy qui disait que les tireurs sportifs sont des honnêtes citoyens jusqu'à temps qu'ils ne le deviennent pas. J'ai trouvé ça. Elle n'est pas la seule à dire ça. Elle a également dit qu'on s'entraînait à tirer pour devenir de meilleurs tueurs. C'est ça, exactement. Alors, je pense qu'à chaque nouvelle déclaration, on tombe de plus en plus bas dans la stupidité, mais bon, c'est le monde dans lequel on vit. Je viens de voir, il y a une image, je vais profiter du moment pour en parler. Je suis très heureux d'annoncer que l'Assemblée générale de la NFA va se dérouler à Brossard cette année au Québec, sur notre territoire, le 29 et 30 mai. Ça va être au Halt Hôtel à Brossard. J'espère qu'on va voir en grand nombre les membres. Même si vous voulez venir discuter avec nous, c'est une chance, prenez un membership, venez à la soirée. C'est toujours très intéressant de discuter avec les tireurs sportifs, des chasseurs, propriétaires d'armes à feu de tous les horizons. L'année passée, c'était en Alberta, puis j'ai trouvé ça très, très intéressant. Guy, on était là ensemble, puis ça fait du bien un peu de voir différentes mentalités, puis de voir que sous un même pays, mais on est capable de rencontrer des gens qui ont des opinions. On est à 5000 km de distance, mais on a des opinions très, très similaires sur plusieurs sujets. Donc, c'est ça, Brossard,
29 et 30 mai. Merci Jordan de m'avoir fait penser. Autre sujet dont je voulais parler. Oui, la semaine prochaine, on s'en va au SHOT Show à Las Vegas. Ah, j'en profite une autre image avant de parler du SHOT Show à Vegas. Il y a un concours en ce moment jusqu'à fin février pour un tirage d'un Echo & Koch SL8 5. Dans le fond, à chaque fois que vous achetez un T-shirt sur le site de la NFA, vous courez la chance de gagner cette arme. Donc, plus vous achetez de chandail, plus vous avez de chance. Donc, achetez-en en grand nombre. On n'en voit pas beaucoup ici de ce modèle-là. C'est un très, très, très beau, très bel arme. Donc, c'est ça, oui. La semaine prochaine, on part pour Vegas, SHOT Show. En fait, une grosse délégation canadienne qui va être là. J'aimerais profiter du moment. On va être à la soirée de la délégation canadienne organisée par la CSSA. J'aimerais profiter du moment pour remercier la CSSA de nous avoir invités. C'est toujours J'étais là l'année dernière, puis c'était très intéressant justement de rencontrer des gens, des confrères, d'autres tireurs sportifs, de d'autres associations. C'est toujours une belle soirée. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, de différents milieux, des fournisseurs, des magasins. On a des gens d'autres organisations, naturellement. Différents tireurs, des gens de l'industrie. Donc, toute la semaine, on est là. Pour nous autres, les gens souvent nous demandent pourquoi vous allez là, qu'est-ce que vous allez faire là. C'est beaucoup plus facile pour nous de se retrouver à un même endroit que chacun ici, d'aller rejoindre chaque personne à chaque magasin ou d'aller rencontrer chaque distributeur. Le problème avec le Québec et le Canada, c'est des grandes étendues. Naturellement, on est tous bénévoles à la NFA, donc on fait ça sur notre temps. C'est très difficile pour nous autres. On a des familles, on a tous des jobs, puis on prend notre temps personnel d'aller rencontrer nos membres, justement de pousser pour essayer de faire comprendre aux gens que, dans le fond, la force de la NFA, c'est les membres. C'est le nombre de membres, c'est les gens qui vont donner des dons. C'est la seule chose. Plus on est de membres, plus on a un poids politique, plus on va être capable de faire avancer les choses, justement, ou essayer de ralentir tout ce qui se passe en ce moment. Donc, ce qui est bien à Vegas au SHOT Show, c'est tout le monde est là. Tout le monde se retrouve à Vegas. Puis c'est là que justement on crée des liens, on crée des relations avec les gens de l'industrie. Merci Jordan de m'avoir fait penser. Messieurs, je crois que le NFA Talk, la première édition du NFA Talk tire à sa fin. J'aimerais vous remercier les deux d'avoir été là, Guy. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. T'es un érudit, une encyclopédie juridique. Puis c'est toujours très, très intéressant de t'avoir. Joe, mon cher Joseph, merci aussi de toujours être là. Tu me donnes un fier coup de main, puis tu es un partenaire de tir incroyable. Et, écoute, j'étais un très, très mauvais tireur avant de te connaître. Là, je suis un moins mauvais tireur, mais toujours un mauvais tireur. Donc, je t'en remercie. Messieurs, je vais vous souhaiter une belle soirée. J'espère que j'ai rien oublié. Sinon, on va refaire ça définitivement au cours des prochaines semaines. On va sûrement avoir beaucoup de vidéos en venant de Vegas. Donc, encore, merci beaucoup. Puis à la prochaine. Bonne soirée.